Aujourd'hui, on vous parle du temps. On va vous présenter plusieurs lois universelles du temps. Finalement, l'entrepreneuriat, c'est une question d'être feignant aussi, tu vois. Et puis la vente aussi. Bon, comment est-ce que je peux être le plus feignant possible et du coup, chercher à toujours maximiser les résultats? Le temps qui nous est imparti, on va le prendre en intégralité. Parfois, on est complètement possédé, en fait, par le temps. C'est le temps qui nous possède et c'est les applications qui nous possèdent et c'est ce qu'on possède qui nous possède. Moi, je serais médecin, je pense, je dirais, vous êtes en retard, c'est annulé, tant pis pour vous, quoi. Vous n'avez pas défoncé mon planning, il y a d'autres gens qui attendent. Petite coulisse, à un moment, on faisait l'interview de Bruno Maltor et un tableau derrière moi s'est totalement effondré. D'ailleurs, il n'a pas bougé depuis. Donc, j'ai vu le vice-président là cette semaine. Voilà, je rentre pas dans les détails, je pense que vous vous en battez les couilles, mais et la loi de Murphy, c'est la loi de l'emmerdement maximum. C'est vraiment où je vais aller sur YouTube en mode je m'emmerde, je vais sur YouTube et du coup je me retrouve à regarder une vidéo YouTube et quand je vais sortir des toilettes. Chaque lundi, Systemator vous délivre des retours d'expérience, de l'inspiration et des conseils pratiques pour aider les entrepreneurs à développer leur créativité, leur productivité et leurs revenus. Vous venez d'activer le Systemator. Installez-vous confortablement dans votre nouvelle vie de créateur. Bienvenue dans Systemator, le podcast qui aime prendre le temps de vous parler du temps. C'est Seb de Somolto.fr et Wessel de wesseljoachim.com. Salut Wes. Salut Seb, salut à tous. Aujourd'hui, on vous parle du temps, non pas de la météo, mais on va vous présenter plusieurs lois universelles du temps. Le temps, c'est un peu c'est notre ressource la plus précieuse qui est commune un peu à tout le monde et pourtant on a l'impression que des fois c'est un petit peu inégalitaire. On va en parler un petit peu. Et l'idée un peu, c'est justement de décortiquer un petit peu ça. On dit souvent que le temps, c'est de l'argent, mais en réalité, le temps vaut bien plus que l'argent. Et du coup, dans cet épisode, on va zoomer sur quelques-unes de ces lois et comment est-ce qu'on peut les utiliser pour améliorer notre productivité. Vous allez voir qu'il va y avoir plein de petites choses mentales qu'on va pouvoir mettre en place. Mettre en place et pouvoir le faire. Et par contre, on va commencer par quelque chose qui ne prend pas beaucoup de temps à faire, mon cher Wesley. Qu'est-ce donc? C'est d'aller nous mettre un avis sur la plateforme de podcast de votre choix, celle que vous utilisez. Effectivement, ça prend allez, soyons honnêtes, quelques secondes à quelques minutes. Ouais, quelques secondes, d'écrire un petit message. J'adore la voix suave de Wesley, par exemple. Il suffit de se connecter, vous allez laisser un avis. Enfin, de se connecter. Vous avez votre compte, par exemple, sur Apple Podcast. Et vous allez sur la page de notre podcast mettre tout en bas de la page la note qui vous paraît la plus juste et effectivement avoir un avis écrit c'est cool aussi, même si c'est que quelques mots, c'est bien pour nous d'avoir du feedback. Yes, et en plus vous pouvez aussi en parler à des gens autour de vous. Si des gens écoutent les podcasts, si des gens s'intéressent à la productivité, vous voyez que c'est un angle quand même qu'on essaie de développer beaucoup dans Systemator. Le principe de Systemator, les systèmes, c'est aussi parler de productivité, en quoi un système finalement permet d'être productif. Donc voilà, ça prend aussi quelques instants et puis voilà, mon cher Wesley, nous allons nous lancer dans l'épisode du jour. Alors Wesley, là on est un peu dans une l'espèce d'article top 7 des lois du temps, c'est un petit peu ça. Il y en a combien? Il y en a 7? 7 que j'ai répertoriés. Il y en a 2 qui se ressemblent beaucoup. Ok. Voilà, on va commencer. J'aime bien le chiffre 7. Oui, tout à fait, c'est un chiffre intéressant. Donc voilà, on va faire un peu sous forme finalement un peu de liste, c'est la première fois qu'on fait ça, mais l'idée c'est en fait d'avoir un podcast très pratique qui va vous donner, règle numéro 1, règle numéro 2, c'est ça. On va développer évidemment comme d'habitude. Donc Wesley, quelle est la première loi dont tu veux nous parler? La première loi, c'est la loi de Pareto, ou la loi du 20-80. Je pense que la plupart d'entre vous qui nous écoutez, vous la connaissez. L'idée, c'est de se focaliser sur l'essentiel. Puisque le principe, alors je crois qu'il est italien, Vilfredo Pareto, c'était un économiste, si je ne dis pas de bêtises. Vraiment, je vais pas passer trop de temps à... Ouais, c'est de loi d'économie, là, l'autre Pareto. Ouais, c'est ça. Je vais pas passer du temps à vous faire une biographie de tous les inventeurs de ces lois. Vraiment, j'ai envie de me focaliser sur les lois. Si vous les creusez, vous tapez le nom sur Google et vous aurez une réponse bien plus complète que la mienne. Mais en tout cas, l'idée, c'est que 80% des effets sont le produit de 20% des causes. Et ça, effectivement, Vilfredo Pareto l'a observé dans l'économie, mais il s'est rendu compte que cette loi-là, elle se produisait partout, quoi. Vraiment au niveau par exemple, la distribution des richesses, dans la nature également. On a toujours une minorité en tout cas des causes qui engendrent une majorité des effets. Voilà, pour le simplifier. Et l'inverse du coup est aussi vrai, quoi. Exactement. C'est ça qui est le risque finalement. Ouais. Ça veut dire que
on peut avoir effectivement 20% seulement des résultats qui proviennent de 80% des clients. Si on parle de chiffre d'affaires pour une entreprise. Ou même, voilà, dans l'équipe de travail, il y a 80% des gens qui vont apporter que 20% des résultats au niveau de la production ou de la productivité. Donc, c'est vrai que le principe de Pareto, si on l'applique au management, ça consiste à séparer l'essentiel de l'accessoire dans le cœur de métier de l'entreprise, vraiment identifier quels sont les éléments qui font bouger l'aiguille sur le cadran. C'est vraiment ça. Je reprends l'expression de Sam Ovens, what moves the needle, qu'est-ce qui me fait bouger, qui a vraiment une incidence, et qu'est-ce qui au contraire n'en a pas. Et on en parlait juste avant, changer la musique du générique de Systemator par exemple, ça a pas d'incidence. En revanche, pour nous, être proactif, en parler autour de nous, pour faire grossir l'audience, ça fait bouger l'aiguille. C'est ça. Et par exemple, la cover du podcast, quand les gens vont découvrir un petit peu sur les applications de podcast, c'est souvent tu cherches des nouveaux podcasts, tu te balades un petit peu. C'est assez important puisque c'est vraiment le truc que tu vas voir, on va dire, en front, quoi. Vraiment le truc sur lequel tu vas cliquer avant de le faire. La nouvelle cover, elle a pris 3 minutes à faire. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ça a pris très peu de temps et ça a un impact significatif. Ouais. Et d'ailleurs, ça me fait toujours très rire parce que, tu sais, je fais beaucoup de pages de vente et en fait, un truc qui est revenu beaucoup dedans, c'est qu'en fait, t'as des mecs qui sont amusés à voir jusqu'où tu pouvais convertir certaines, jusqu'où tu pouvais convertir des gens. Et quels étaient vraiment les éléments importants d'une page de vente. Et en fait, les mecs sont allés jusqu'à juste changer le titre. Et sur la page, il y avait du lorem ipsum. Donc, lorem ipsum, c'est le texte par défaut en latin, qui veut rien, qui veut pas dire grand chose. Enfin, qui veut dire quelque chose en latin, mais pas pour nous. Voilà, si tu parles pas latin. Exactement. Donc, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'internautes qui parlent latin, à part les profs de français, évidemment, hein, big up. Mais globalement, voilà. Et c'est assez rigolo parce qu'en fait, les mecs changent juste le titre de la page, les conversions changent. Mais après, s'ils remplacent les paragraphes par du lorem ipsum, donc du texte par défaut, en fait, ça change pas les conversions, quoi. Très, très peu. Donc, ça prouve que le titre, ça fait tout le job, quoi. Et d'ailleurs, quand tu vas faire des tests AB, donc test AB, c'est en gros, t'envoies beaucoup de gens sur une page web ou une pub. Ce que tu vas changer, c'est le plus important, souvent le titre. Donc, tu vas avoir une page A avec un titre 1, une page B avec un deuxième titre qui change, et le reste, généralement, tu le changes pas trop, quoi. Parce que c'est surtout le titre qui est important. C'est l'accroche que tu vas en faire. Parce qu'au final, ton produit va être le même. Ouais, bien sûr. Voilà. Et effectivement, l'idée, c'est de ne changer qu'un seul élément pour pouvoir vraiment le mesurer aussi. L'idée, c'est de faire en sorte que toutes les choses soient égales par ailleurs. Donc, on change juste le titre, on va changer juste l'image. Ou la couleur du bouton, etc., etc. Mais ça, tu vois, la couleur du bouton, c'est un gros sujet, mais c'est pas forcément un truc qui, important. Voilà, ça fait partie des trucs un peu minimes. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que quand on est en plein dedans, ça paraît, enfin, quand on l'explique à l'oral, tu dis, ouais, ok, ça paraît évident. Et en fait, quand t'es en plein dedans, tu le fais pas, en fait. Tu te dis, je vais changer toute la page, je vais changer là ce paragraphe. En fait, je pense que, tu perds vraiment dans les détails. C'est très, très facile de se perdre dans les détails. Et c'est là où tu perds vraiment beaucoup de temps sur des trucs qui vont avoir des impacts mineurs. Alors que si tu te forces à être finalement, l'entrepreneuriat, c'est une question d'être feignant aussi, tu vois. Et puis la vente aussi. Bon, comment est-ce que je peux être le plus feignant possible et du coup, chercher à toujours maximiser les résultats versus le temps que j'y passe. Grave. Et alors, je dis pas qu'il faut faire ça partout. Tu vois, hier, j'avais une discussion avec une amie qui est graphiste. Elle aime bien justement peaufiner le détail, mais c'est dans son métier aussi que le détail fait la différence entre un graphiste, on va dire standard, et quelqu'un qui est bon dans son domaine. Mais donc, il y a toujours des exceptions là-dessus. Mais en tout cas, dans son métier, c'est important. Je pense que c'est important de passer du temps sur ce genre de choses. Dans pas mal de domaines, ça l'est pas tellement, finalement. Ça me fait penser aussi au dernier talk là, de l'apéro content, on en reparlera. Ouais. Mais c'est ce qu'il expliquait, Sylvain, c'est ça? Ouais, Sylvain Bruyère. Ouais. Créateur de Cadeau Maestro. Voilà, un site où on peut trouver des cadeaux, acheter des cadeaux. De manière très segmentée, très ciblée. Et ouais, il disait... La photo avait 80% d'incidence sur le résultat, sur le fait que la personne va cliquer sur l'annonce et va vouloir, sur la fiche produit plutôt, et va vouloir l'ajouter à son panier en mettant, en créant des photos situationnelles et que voilà, en fait, c'est ça. Tu changes la photo. Alors, faut-il prendre une bonne photo, mais ça fait une énorme partie du job. C'est ça. Plutôt que d'essayer d'optimiser, je sais pas, de faire un texte très long, par exemple. Vaut mieux juste changer la photo. Ça veut pas dire que le texte n'est pas important, mais là on est dans le 20-80 quoi. On est dans le 20-80 pour le coup.
Là, typiquement, là, bah, alors, juste pour vous situer un petit peu, en fait, l'Apéro Content, c'est un événement qui a lieu à Lyon que j'organise. Et en fait, la vidéo est sur mon YouTube, hein, Sébastien Boer, vous cherchez, il y a la conférence qui est mise en ligne. Mais en gros, c'est Sylvain Brouillard qui tient donc ce e-commerce depuis plus d'11 ans. Ils font 3 500 000 euros de chiffre d'affaires par an. Donc, c'est quand même conséquent. Et c'est pas du dropshipping, quoi. C'est vraiment, les gars ont un stock et tout ça. Et donc, c'est vraiment appris le métier comme ça. Et en fait, ce qu'il expliquait, c'est que tu peux vraiment contextualiser, par exemple, les situations. Par exemple, ils vendent une espèce de planche de surf pour faire de la luge ou pour glisser sur le sable, tu vois. Ce qu'il disait, c'est que en hiver, tu montres en page d'accueil, la miniature du produit, tu montres quelqu'un qui est sur du sable, ça se vend pas. Parce que tu t'associes ça à un produit d'été, et il fait froid et t'as pas envie de te projeter dans l'été parce que justement, t'as besoin de chaud, de trucs pour te réchauffer ou alors voilà. Et du coup, ils ont changé la photo en hiver et ils mettent justement la version où tu peux te servir de la planche dans la neige. Allez voir sur la conférence, c'est quelque chose qui vous intéresse, qui est en vidéo. Mais du coup, ça change absolument toutes les conversions, quoi. Tu passes vraiment de 0% de conversion à quelque chose. Et le texte reste pareil parce que dans le texte, c'est marqué hiver comme été. Enfin, voilà, c'est ça. Juste la photo qui contextualise la chose par rapport à ce que la personne recherche et enfin sa situation à l'instant T où elle fait la recherche sur internet, quoi. C'est ça. Alors qu'on aurait très bien pu se dire ce produit, du coup, on a passé beaucoup de temps sur la fiche produit, on l'écarte parce que on n'a pas de photo, on a une photo qui montre l'été donc ça marche pas, donc on s'arrête au fait que ça marche pas, on va chercher autre chose, on remplace. Alors que là, juste un tout petit changement mineur, allez, change la photo, je mets la version hiver, l'hiver. C'est pas si mineur que ça non plus, une photo, mais c'est vrai que, en tout cas, c'est en quelques clics on change la photo. Ouais, mais une fois qu'elle est faite, c'est une question, absolument. C'est minoritaire. C'est du one shot, voilà. Exactement. Pour boucler cette première loi, la loi de Pareto, donc la loi du 20-80, vous l'avez bien compris, 20% de ce qu'on fait engendre 80% des résultats qu'on a. Donc vraiment, quand on se pose la question, c'est waouh, mais ok, super Wesley, Seb, mais une fois que je l'ai fait, une fois que vous l'avez fait, dans ces 20% que vous gardez, il va encore y avoir 20%, 80%. Bon, après, ça reste théorique. Encore une fois, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une journée de travail, on peut prendre ça, si on va dire 8 heures, on passe 8 heures au bureau, sur ces 8 heures-là, il va y avoir à peu près 2 heures sur les 8, ou on va dire 2 heures sur 10, pour faire un truc plus simple, sur vos 10 heures vraiment d'activité dans votre journée, il va y en avoir 2 en réalité, qui vont faire la diff, quoi. Donc se dire, ok, comment est-ce que je peux faire en sorte que ces 2 heures, peut-être j'en fasse 3 comme ça ou 4 comme ça. Il y a 3 règles simples à suivre pour appliquer la loi de Pareto. C'est numéro 1, hiérarchiser les priorités. Numéro 2, savoir dire non. Et numéro 3, déléguer les tâches non indispensables. Et ça va vous permettre, comme je viens de le dire, de faire plus de ce qui bouge l'aiguille pour vous. Voilà, de faire plus de tâches à haute valeur ajoutée, par exemple. Surtout quand on est indépendant, on sous-estime le pouvoir de délégation, parce qu'on se dit que c'est pas pour nous, qu'on peut pas vraiment le faire. C'est pas forcément le cas. Il faut trouver les bonnes personnes, bien s'entourer, trouver des personnes qui sont capables aussi de le faire en fonction du budget qu'on a. Nous, par exemple, le montage est fait par Alexis, qu'on salue, qui monte d'ailleurs sans doute cet épisode. Et ça, tu peux le garder, Alexis. Et qui sans lui, en fait, Systemator ramerait beaucoup plus, parce qu'en fait, c'est limite une des pièces les plus importantes du puzzle, parce qu'au final, on a beau enregistrer, il faut que l'épisode soit en ligne après, tu vois. Ouais. Et sans le montage, mine de rien, on fait pas du one shot. On essaie de garder un maximum de trucs, mais il y a forcément des moments blancs ou des moments où on bafoue ou des moments où les chats s'agressent et du coup on est obligé de couper. Donc voilà. Petite coulisse, à un moment on faisait l'interview de Bruno Maltor et un tableau derrière moi s'est totalement effondré. D'ailleurs, il n'a pas bougé depuis les 6 semaines qui ont suivi l'interview. Mais ça, voilà, c'est des moments qu'il faut couper. Et c'est des trucs tout bêtes, mais voilà, le fait d'avoir quelqu'un qui gère ces montages-là, pour nous, ouais, c'est vraiment un gain de temps significatif, et au-delà du gain de temps, un gain mental significatif aussi. On sait qu'on n'a pas à le faire et que du coup, on peut le déléguer, quoi. On passe à la deuxième loi, si c'est bon pour toi, Sam. La deuxième loi, c'est la loi de Parkinson. J'en parlais avec un pote récemment, il me disait c'est la loi d'Alzheimer, il se souvenait plus. Oh là là. Ouais, d'accord. C'est la maladie. Je sais pas il y a pas du tout de liaison entre non, ces c'est deux personnes. Le nom du gars, il s'appelle Parkinson. Ça n'a rien à voir avec la maladie de Parkinson. À moins que ce soit la même personne qui ait parlé de la maladie de Parkinson, mais je crois pas, non, c'est juste ton nom de famille, quoi. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce que ça veut dire. C'est la loi de la dilatation dans le temps. Je sais pas si vous avez été étudiant et vous avez fait des partiels, ou en tout cas vous avez forcément fait des examens, passé des examens, et il y a un temps imparti pour un contrôle.
ou un temps imparti pour rendre un dossier, par exemple, travailler sur une présentation. Le dossier, c'est bien parlant en général. Ouais, le dossier, c'est bien parlant. tout le temps cette loi par les dossiers voilà. que tu dois rendre à l'école. On va plutôt parler des dossiers. Le temps qui nous est imparti, on va le prendre en intégralité. C'est ça la loi de Parkinson. C'est-à-dire que si on donne 6 mois à des étudiants pour rendre un dossier, ils vont prendre les 6 mois. D'une manière ou d'une autre, ils vont les prendre. Ils vont peut-être commencer au bout de 3 mois, ils vont peut-être commencer tout de suite et faire petit à petit. Après, ça dépend, tout je faire pense, le des dernier gens, jour. S'ils sont assidus ou pas. Moi, je sais que par exemple, dans mon cas, je me souviens très bien, hein, mes études supérieures ont duré 2 ans et c'était un titre professionnel, donc c'est livré par le ministère du Travail et pas par l'éducation. Et en gros, on avait un dossier professionnel à rendre, on avait 2 ans pour le faire, quoi. Mec, une semaine avant l'examen, j'ai pris une semaine de vacances et j'ai fait que ça. Mais pendant les 7 jours, j'ai bossé mon dossier. C'était bien ou c'était stressant? J'étais zen parce que je savais que je fonctionnais comme ça et que j'étais un gros déchet là-dessus. À l'école, j'ai toujours été un déchet, j'ai jamais fait mes devoirs. J'arrivais en cours, je faisais mes devoirs pendant que le prof il regardait si on les avait fait. Mais ça passait, tu vois, donc voilà. Au final, c'est passé. J'ai pas eu mon diplôme, mais c'est pour une autre raison. Je l'ai repassé après, donc tout va bien. Mais effectivement, ouais, tu prends vraiment tout le temps que t'as et t'as des personnes en plus qui vont être plus ou moins assidues. Et donc en fait, l'idée en fait, c'est de se fixer des délais plus courts en fait. Parce que du coup, en te fixant des deadlines plus courts, plus rapides, tu te forces à aller dans l'essentiel et à faire le boulot, quoi. Exactement. Moi, c'est ce que j'ai fait, par exemple, pour mon album. Enfin, j'ai pas arrêté de repousser. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, je veux qu'il sorte avant la fin de l'année 2019, avant la fin de la décennie. Et voilà, c'était un peu cancer. J'ai dû bourrer le truc pour que tout rentre, tu vois, comme quand tu essaies de faire rentrer trop de linge dans un tambour de machine à laver. Mais je l'ai fait, quoi. Et je l'ai fait. Et c'est vrai que je me suis dit, à l'avenir, j'aimerais faire en sorte de mettre des délais comme ça, mais avant la vraie deadline. Ouais. C'est-à-dire, c'est en gros, t'as l'avion sur le, voilà, je pars sur une deuxième métaphore, mais vraiment se dire, ok, il y a la dernière deadline et si l'avion il a pas décollé à ce moment-là, il part vraiment dans le décor. Mais en fait, en réalité, c'est se dire, ok, le checkpoint que je me donne, il est avant. Et tu vois, c'est vraiment anticipé. Même ce matin, quand je vais chez Sébastien pour les podcasts, j'arrive toujours un peu en retard, parfois un peu plus, mais parce que je vois pas ça comme quelque chose de, c'est pas sérieux pour moi, mais c'est pas un rendez-vous business, c'est à la cool. Et ben là, ce matin, j'ai fait un truc, c'est que je me suis mis un rappel. Ça va peut-être vous faire rire, hein, mais à 9h30, du coup 8h30 plutôt, pour y être à 9h chez toi. Il y en a pour un quart d'heure, hein, y aller à pied. Et je me suis mis à 30 et à 35 parce qu'il fallait que je prenne un livre et tout. Et comme ça, je savais qu'à 35, c'était marqué partir maintenant sur le rappel. Ouais. Et en fait, je sais que je pars jamais tout de suite. Et du coup, je suis parti à peut-être 40, donc quand même 5 minutes. Et du coup, je suis arrivé à moins 5 je suis arrivé juste à moins 2 chez toi, je crois. Mais il est pas 9h. Et du coup, alors, c'est pas exactement la loi de Parkinson, mais c'est vraiment anticipé. C'est vrai que je m'éparpille un peu là, mais la loi de Parkinson, c'est vraiment se dire, ok, je vais me donner moins de temps pour le faire. Comme ça, même si ça me prend un peu plus, je me force à, boum. C'est ça. Si je peux le faire, on va me dire, t'as 4 heures pour le faire, vous avez 4 heures. Ok, je vais essayer de le faire en 1 heure. Et comme ça, même si ça va être un peu chaud au bout d'1 heure, j'aurai au moins ma structure, j'aurais fait l'essentiel, j'aurais fait les grosses pierres. On va en parler après, les grosses pierres. Je pourrais peaufiner ensuite. Mais si je me dis dès le début, j'ai les 4 heures et je vais prendre toute la piste de décollage, c'est un peu chaud. Vaut mieux se dire, non, faut que t'aies décollé à 60% ou 70% selon. Faut que tu sois déjà en train de décoller. Mais après, pour nuancer aussi, ce qui est intéressant aussi, c'est de connaître cette loi, juste de la connaître, tu vois, et de la conscientiser. Par exemple, moi, j'anime souvent des événements. Là, je suis en train de refaire toutes les presses version Somolto et du coup d'affiner un peu les contenus que je fais parce que je développe pas mal d'événements là sur Lyon, d'ateliers web marketing, ce genre de choses. Typiquement, j'ai besoin de faire beaucoup de présentations. Je sais les dates quand sont les événements et en fait, je sais que les dates sont fixées, donc c'est ça ma deadline, si tu veux. Et généralement, je fais tout le temps le truc l'après-midi, quoi. Ouais, l'après-midi avant, quoi. Avant de passer. Et mais donc, je sais que tu le fais. Je le fais. Alors, c'est hyper stressant, mais d'un côté, après, c'est fait et justement, ça me force aussi à aller l'essentiel versus le faire aller 2 semaines avant, prendre mon temps, aller justement dans les détails. Au final, y passer 3 jours au lieu d'y passer 3 heures, quoi. Ouais, je vois. Et du coup, le fait de savoir ça, se dire je vais le faire par rapport à ça, c'est plus simple là-dessus. Surtout qu'en plus c'est des événements qui sont récurrents, donc en fait une fois que j'aurai fait une presse, je peux repasser un petit peu dessus. Je veux dire, elle est faite et puis après c'est bon, j'ai déjà mes exemples et tout, et j'ai juste à continuer à développer, quoi. Ouais. Donc c'était la loi de Parkinson. Le travail s'étale de façon à occuper tout le temps disponible pour son achèvement. Ça j'ai trouvé sur internet, donc c'est pas moi qui vous la sors.
Mais comment est-ce qu'on peut faire pour limiter les effets de cette loi et pas se retrouver à l'arrache à chaque fois, en tout cas hors délai? Ça va être de fixer des délais qui sont quand même réalistes, de faire des points réguliers pour voir l'avancement des projets. En fait, c'est ça, c'est vraiment l'idée de se fixer des micro-deadlines dans la grande deadline. Je crois que c'est ça aussi. C'est vraiment se dire, OK, je vais écrire un livre, je vais sortir un album. Je reprends l'exemple de l'album, mais vous l'adapterez, ou le livre. Il y a 12 chapitres, il y a 12 morceaux, il y a 12 ce que tu veux, un par mois. Alors là, je raisonne en linéaire, donc c'est pas forcément ça, mais l'idée, c'est comment je peux le découper et de me dire, OK, l'idée, c'est que à la fin de chaque mois, j'en suis à un, voire plus, tu vois. Et du coup, pour faire un morceau par mois ou pour faire un chapitre par mois, j'ai besoin d'écrire combien de mots, composer combien de temps. Et ouais, il y a cette idée de décomposer le temps. Mais toi, est-ce que c'est quelque chose que tu arrives à faire, par exemple, de t'automettre des deadlines? Parce que moi, par exemple, je sais que c'est un truc que j'y arrive pas, quoi. En gros, j'ai besoin que la pression soit extérieure. Soit par que le client attende quelque chose ou que j'ai une présentation, donc du coup, les gens attendent quelque chose aussi. Soit une limite dans le temps, mais avec quelque chose de fort. Tu vois, par exemple, tu disais, je veux que mon album il sorte avant 2020. Ça, c'est quelque chose de fort parce que tu sais que tu dépasses 2019. Et j'en avais parlé aux gens, j'avais dit, il sortira fin décembre. En fait, j'ai pas arrêté de changer. Mais mon dernier mot, Jean-Pierre, c'était il sortira en décembre. Et là, c'était vraiment en mode, il sort là, je veux le sortir cette année, il sort en décembre. Et j'avais déjà la date en tête. Du coup, c'était le 20 décembre. Allez l'écouter. Carrie Beats. Et j'avais sorti un single juste avant. C'est souvent ce qui se fait dans la musique. Si tu sors un single issu de ton album un peu avant. Et donc, déjà, j'avais une première deadline sur ce single qui est sorti 1 semaine ou 2 semaines avant. Ou 3 semaines avant, je sais plus. Bref, qui est sorti en décembre. 2 semaines avant. Et ouais, l'idée, c'est, comme tu dis, franchement, la pression externe, ça aide énormément. Parce que si tu dis, OK, tu vois, on devait sortir un album ou un livre chapitre par chapitre, ce serait peut-être plus simple, finalement, de se dire, OK, je vais sortir 12 articles de blog et j'aurai mon livre à la fin de l'année, quoi. C'est comme Systemator. En fait, c'est la meilleure manière de créer du contenu long, c'est aussi d'en créer tous les jours, mais sans se dire qu'on est en train de faire un putain de truc, c'est se dire, si tu prends le nombre de kilomètres que tu marches chaque jour, on va dire tu marches 5 kilomètres par jour. Je vais faire le calcul là en direct. Pendant 365 jours, 5 km, ça va, hein, c'est pas énorme. Ça fait 1800 km. 1800 km, t'as fait un aller-retour Lille-Nice, grosso modo. Voilà. Et si on dit tu vas faire un aller-retour Lille-Nice, tu vas dire, c'est beaucoup quand même. Mais en fait, c'est ce que tu fais en un an sans t'en rendre compte. Voilà, je pense que c'est une bonne, ça illustre bien l'idée. Et Systemator aussi illustre bien le truc, puisqu'on sait que les épisodes sortent le lundi, on a un truc défini. Et là, pour dire à quel point on est bon élève, on enregistre le samedi pour le lundi. Ce qui, du coup, est horrible pour notre monteur. On s'excuse d'ailleurs, au passage. Mais voilà. Et alors, après, avant, on avait un meilleur rythme là-dessus. Mais en fait, force de circonstances, on était obligé d'un petit peu de gérer ça comme ça. Et on avait pas mal d'épisodes d'avance avant. Et maintenant, on n'en a plus. Donc, on est obligé aussi de s'adapter et de faire les choses comme ça. Donc, il faut quand même être flex. Mais c'est vrai qu'avoir une deadline extérieure ou d'avoir une deadline par rapport à une audience ou même entre nous, Wesley et moi, ça aide, mine de rien. Loi suivante? Yes, loi suivante. La loi de Laborit, je pense. Je crois que il est français. C'est marrant, ça fait penser à labeur d'ailleurs, le travail. Et c'est drôle parce qu'elle s'appelle la loi du moindre effort. Ça n'a rien à voir avec son nom, mais je sais pas, je trouve ça marrant. Donc, qu'est-ce qu'elle dit cette loi? C'est que le comportement humain nous incite à faire en premier ce qui nous fait plaisir. Au travail, on a tendance par instinct à chercher la satisfaction immédiate, la fameuse gratification instantanée, et à fuir le stress. Alors que l'idée, ce serait, selon cette loi, de prioriser l'effort et de démarrer par la tâche la plus difficile. Ça fait penser à Avaler le crapaud, c'est ça, Eat the Frog de Brian Tracy. C'est un livre, voilà, c'est vraiment les débuts du dev perso à l'américaine. C'est commencer par la tâche la plus difficile de la journée, au début de la journée. Voilà, elle est très claire celle-là. Non, c'est clair. Les autres aussi, mais celle-là, elle est très très simple. Et il y a une vidéo sur YouTube. C'est un concept. C'est un professeur d'université. Vous l'avez peut-être déjà vu ou vous en avez peut-être déjà entendu parler. Je crois que je l'ai même pas vu moi. Mais en tout cas, je connais l'histoire. C'est un professeur d'université. Je vais faire durer un peu le suspense. Qui utilise, et si vous connaissez l'histoire, ne spoilez pas s'il vous plaît. Et que vous écoutez le podcast à deux. Il utilise un grand bocal. Et il est face à ses étudiants et il dit on va faire une petite expérience là entre nous. Il n'y a pas de grenouille, vous inquiétez pas. Un grand bocal dans lequel il verse des balles de golf. Ça pourrait être des grosses pierres aussi, mais il met des balles de golf. Il demande à ses étudiants est-ce que le bocal est plein.
Et ils répondent ouais, il est rempli là. Ok. Là, à ce moment-là, il va mettre du gravier. Donc le gravier va remplir tous les interstices jusqu'à ras-bord. Et il réitère sa question, est-ce qu'il est plein maintenant? Et là, ils répondent bah oui, maintenant, ouais, il est plein. À ce moment-là, il sort du sable, il verse le sable dans le bocal, et même chose, ça va remplir tous les interstices. Bah là, il est vraiment plein, disent les étudiants en souriant. Et finalement, là, il sort un liquide, alors ça peut être de la bière, de l'eau, je sais pas, j'ai pas vu le truc, et il remplit. Et là, c'est vraiment plein. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les grosses pierres ou les balles de golf, ce sont les choses les plus importantes dans votre vie, les choses fondamentales. Là, on parle de vie professionnelle, ça peut être même, voilà, aussi au niveau de la vie privée, mais c'est quoi le plus important? Et l'idée, c'est que plus les éléments sont fins ou même liquides, et moins ils sont importants. En tout cas, plus ils ont leur place après. C'est-à-dire que ça aurait été impossible de mettre d'abord le liquide et ensuite le sable et ensuite le gravier et ensuite les pierres. Ouais. Alors que l'inverse fonctionne. Et c'est vrai que c'est exactement ça. C'est que là, je suis en train de lire un livre en ce moment sur la productivité, sur qui s'appelle Votre temps est infini de Fabien Olicard, si vous le connaissez. Et c'est ce qu'il explique dedans. Bon, il invente rien en disant ça. C'est vraiment en commençant sa journée par le plus difficile, c'est plus facile ensuite de s'occuper des tâches administratives ou des tâches un peu plus sympa, quoi. Je vais pas aller poster un truc sur les réseaux sociaux, que ce soit important ou pas, mais après, c'est à chacun de définir ce qui est urgent, important, ce qui est important et pas urgent, ce qui est, etc. Ça, c'est encore une autre matrice pour déterminer les priorités. Mais là, c'est, ok, comment est-ce que je peux commencer ma journée par les tâches les plus difficiles et me récompenser pour ça. Et comme ça, ce sera plus simple l'après-midi quand j'aurai moins d'énergie, moins de focus, de faire entrer les petits éléments. Ouais, clairement. Je pense que là-dessus, un truc très important, c'est le sommeil qui me vient en tête, parce que si tu commences ta journée et que t'es totalement crevé, c'est très très dur. Moi, en ce moment, j'ai un peu ce souci, tu vois, genre je me lève, je suis vraiment légume, quoi. C'est limite, je vais me recoucher à 10h parce que je suis explosé. Et en fait, ça, je le vois un peu sur ma productivité. Alors après, tu peux le ramener aux autres lois à 20-80, tu vois. C'est fini un client dans la journée, bah c'est cool, tu vois. Finalement, la journée peut être réussie, entre guillemets, t'as de gros objectifs est fait. Mais c'est vrai que je ressens un peu les moments où j'arrive à faire ça et les moments où j'arrive pas à le faire. Ça change vraiment beaucoup, quoi. Quand j'arrive vraiment à construire quelque chose ou à créer un contenu, par exemple, c'est ça qui est assez difficile mentalement à faire. Quand j'arrive vraiment à le faire jusqu'au bout, bah ça a beaucoup de valeur dans la journée. Je sais qu'en général, bah, ma journée elle est réussie parce que j'ai construit quelque chose plus pour le long terme versus quand je me lève et que je suis totalement explosé. Donc je pense que le sommeil est hyper important sur ce genre de sommeil et par conséquent la première heure aussi est hyper importante. C'est que la première heure de votre journée, si elle est réussie, enfin si c'est une heure qui vous fait kiffer et que vous faites ce que vous aviez prévu de faire, et si c'est une bonne heure pour vous, voilà, chacun ses KPI, chacun ses indicateurs de succès, et ils sont évidemment les meilleurs sont toujours internes. Et ben votre journée elle est à 80%, elle va bien se passer, quoi. Clairement. Loi suivante, c'est la loi de Carlson, ou la loi des séquences homogènes. Carlson, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit de limiter les interruptions, car un travail réalisé en continu prend moins de temps et moins d'énergie que s'il est réalisé en plusieurs fois. Donc ça signifie tout simplement que les interruptions, elles sont mauvaises pour notre productivité. C'est pas un scoop. L'idée, c'est de regrouper des tâches de même nature et de se protéger des mangeurs de temps. Donc voilà, concrètement, on va couper le téléphone mode avion, ou on le met dans une autre salle, on l'éteint. Regrouper les tâches de même nature, moi je le fais depuis peu. C'est ce qu'on appelle en anglais le batching. C'est vraiment faire sur un même laps de temps des choses qui sont similaires. Soit ça va être effectivement la grosse pierre du début de journée, le travail client ou la création de contenu. Mais moi j'aime bien en fin de journée passer une demi-heure ou une heure, et j'ai ma liste, j'ai ma to-do list de choses qui sont un peu moins importantes, mais quand même que je dois faire. Et ça peut être des trucs à la con, genre réserver mon prochain billet de train, parce que de toute façon faut le faire. Contacter telle personne pour, je sais pas, un cadeau d'anniversaire. En ce moment, je gère des cadeaux d'anniversaire à choisir, à commander, à se faire livrer, etc. J'ai d'ailleurs ma liste, mais plein de choses comme ça. Préparer l'épisode de Systemator. Et je sais que je mets un chrono et je fais, alors pour le coup, elles sont pas toutes de même nature, mais je sais que je suis sur mon autoroute. Là, je sais que boum, pendant une heure, je vais faire que ça. Que des petites tâches. Et je vais descendre ma liste pendant une heure.
Parce que si je me mets pas un chrono, si je me dis pas, ok, je fais ça non-stop, je vais aller sur Facebook, je vais faire. Déjà, c'est pas évident parce que c'est pas du travail client, donc c'est plus facile pour moi de me dire, ah, mais c'est moins grave si je suis pas productif parce que mon temps n'est pas, il n'est pas rémunéré ce temps-là, en tout cas pas directement. Mais l'idée, c'est vraiment ça, de complètement couper ces distractions qui morcellent le travail. C'est ça. Et on pense des fois à tort qu'on est multitâche. Et en fait, c'est pas vrai. Et c'est au contraire très fatigant d'être multitâche. Parce qu'en fait, on n'est pas vraiment multitâche. On pense à plusieurs trucs en même temps. Et en fait, il y a toujours ce moment où c'est je pense à ça. Puis après, je pense à ça. Et en fait, t'as un changement à chaque fois qui s'opère. C'est-à-dire que ton focus, t'as toujours un focus en fait. Même s'il dure 10 secondes, t'as toujours un focus. Et tu dois tout le temps à chaque fois recharger ta tâche. Et en fait, même mentalement, c'est hyper épuisant. Les journées, on fait beaucoup ça où tu dois vraiment être tout le temps sur d'autres tâches. En fait, tu fais pas grand chose. Tu peux pas te concentrer parce que t'es tout le temps la tête prise là-dedans. Et des fois, c'est vraiment un cercle infernal, quoi. Tu sais, t'as des moments où t'arrives pas à bosser parce que t'es en train de faire un truc. Tu dis, il faut que je pense à tel truc. Ou alors, j'ai besoin d'aller chercher tel mail. Je vais sur les mails et là, je vois que j'ai un nouveau mail. Forcément, mon focus, il se décentre et je vais lire le mail, par exemple. Ouais, exactement. Et c'est terrible. Et tu vois, on avait interviewé il y a très longtemps David, qui alors sur un autre sujet, mais lui il est courtier en assurance dans sa vie professionnelle et j'ai une fois travaillé chez lui. Il est non-stop dérangé au téléphone, mais non-stop, et des fois les appels durent 30 minutes parce qu'en fait c'est des gens qui ont besoin de faire jouer leur assurance, ce sont des problèmes, un accident ou peu importe. Et en fait je me dis c'est horrible pour lui, quoi. Et lui, mais lui il m'a dit qu'il avait accumulé énormément de travail en retard, en partie à cause de ça, parce qu'en fait il a jamais le temps de vraiment se poser et d'éliminer les tâches, quoi. Et il a beaucoup de trucs des fois qui sont urgents et qui des fois sont pendant 6 mois qui sont pas faits, quoi, parce que c'est super difficile en fait de gérer ce temps-là, quoi. Et ouais, c'est un peu et je me suis dit, est-ce que ces genres de métiers sont condamnés un petit peu à ne pas être productifs finalement, et que ça fait partie finalement du modèle économique, la façon de gérer le truc, ou est-ce que en fait il y a des moyens un peu de réinventer un peu leur game, ou tu vois, je sais pas trop, quoi. C'est vrai que quand on est métier à fort interruption, c'est compliqué, mais après je vois aussi du coup l'inverse extrême. Quand tu es dans l'assurance, tu as un accident de voiture ou un problème de ta maison et tout, c'est hyper important. Tu as besoin d'appeler son assureur, c'est quelque chose d'urgent. Je vois beaucoup d'indépendants, de freelance ou même d'entrepreneurs qui vont gérer des clients, mais qui ont un peu cette mentalité d'être dispo tout de suite, de répondre tout le temps au téléphone dès que quelqu'un les appelle, tout ça. En fait, non, t'es pas obligé de répondre au téléphone, quoi. Tu peux rappeler la personne quand t'es dispo, t'es pas à leur disposition non plus, t'as pas de permanence téléphonique. Et moi, c'est une règle que j'essaie de mettre en place, c'est d'être dispo essentiellement l'après-midi pour mes clients, alors que le matin, c'est des heures sacrées, quoi. C'est des heures plus importantes parce que je développe ma boîte, et ma boîte passe forcément devant les clients parce que c'est l'ensemble. Parce que si t'as plus de boîte, tu peux plus servir tes clients. Exactement. Donc voilà, et ça empêche pas d'être dispo pour eux au moment où c'est possible. Il y a rarement d'urgence à tel point que tu dois intervenir tout de suite. Non, mais il y a jamais. Sauf si t'es dev et que t'as un site qui a tombé, tu vois, par exemple, là, c'est urgent, ça peut être urgent, et encore, t'as plein de sites où ça paraît urgent, mais en fait, t'as personne qui va dessus, tu vois, enfin, voilà. Donc, il faut vraiment essayer de... Vous avez pas de trafic, de toute façon. Il faut recruter du SEO, là. C'est ça, exactement. Non, mais faut vraiment dézoomer. Est-ce que c'est vraiment, ce qui se passe est vraiment grave, vraiment urgent? Est-ce qu'il faut que j'intervienne tout de suite? Et ce qui nous tue, c'est vraiment ce que tu as nommé justement, le task switching, c'est le fait de changer de tâche, de pivoter. On court plus vite en ligne droite que faire des virages en mode escape game, quoi, tu vois. C'est vraiment ça l'idée, c'est... tu fais des virages, toi, en escape game, toi? Non, mais tu vois, aller je sais pas, l'idée de faire un parcours et enfin, tu vois, d'avancer avec, à chaque fois, tu dois t'arrêter parce que tu dois trouver la prochaine énigme, comment je vais faire ça, comment je vais ouvrir tel truc, au lieu de se dire, les feux rouges, quoi, tu vois, conduire en ville où t'as des feux rouges tous les 50 mètres, tu vois. J'exagère un peu, mais c'est clair. T'as des priorités, t'as des trucs. C'est trop. Et alors que, et c'est bien, j'aime bien l'idée, effectivement, de diviser sa journée en deux. Je crois que c'est Paul Graham qui en parle, d'avoir le matin en mode maker, où là, t'es focus, tu coupes tout, t'es tout seul au monde, c'est ton truc, c'est ton heure, enfin, c'est tes heures. Et l'après-midi, là, tu te rends davantage disponible pour ton équipe, quoi. Ton équipe, tes clients, tu fais plus du relationnel. Non, c'est clair. Loi suivante, c'est marrant parce que elle dit pas l'inverse, mais elle nuance la première loi. C'est la loi d'Illich, je pense, je sais pas, je crois qu'il est autrichien, sur la contre-productivité. Lui, il dit faites des pauses. Le mec d'avant, c'était limiter les interruptions, l'autre, c'est faites des pauses.
Et en fait, ouais, au-delà d'un certain seuil, l'efficacité humaine décroît, voire devient négative. C'est ce qu'on appelle la loi des rendements décroissants. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain seuil, c'est comme voilà, on crée une pub sur Facebook ou Google, ou la télé. Et à la télé, elle est rentable, mais au bout d'un moment, les gens l'ont tellement vu que le cerveau humain devient indifférent, je crois, indifférent à ça. Il ne le reçoit plus, il le voit pas. Et il devient aveugle, en fait, à la publicité. Donc, au bout d'un moment, ça marche plus. Et c'est important de déterminer quel est ce seuil critique à partir duquel, ce point critique à partir duquel on va retirer l'annonce, on va arrêter de la faire bosser. Et c'est pareil pour le cerveau, c'est pareil pour nous. D'où l'importance, moi je trouve, de prendre des pauses délibérément. Comme ça, justement, ça permet de rester concentré pendant un temps imparti, que ce soit une demi-heure, 45 minutes, 1 heure, voire 90 minutes. Lui, il dit que au-delà de 90 minutes, c'est difficile de rester concentré. Je reviens dessus juste après. Et de se dire, je m'impose une pause pour faire des choses qui sont bonnes pour ma concentration future. Donc me lever, aller me faire une boisson, faire des étirements, méditer, je sais pas, regarder un truc qui va me faire du bien, qui va me détendre, mais pas partir en mode distraction pour fuir notre non-envie de travailler. Donc vraiment, à faire attention à ces temps tampons où on va sur Instagram par défaut, on va sur Messenger par défaut, etc. Tu vois, moi, j'ai fait un grand tri sur mon iPhone, je te l'ai dit, et j'ai gardé que les applications essentielles, et franchement, j'ai viré beaucoup de choses. Et j'ai gardé Messenger, j'ai gardé WhatsApp. Je crois que c'est les 2 applications sociales que j'ai. J'ai même enlevé les mails. Comme ça m'oblige à, quand je vais voir mes mails, j'y vais vraiment, en fait. Je vais vraiment pour voir les mails. Je vais pas, quand je vais aux toilettes, regarder mes mails en me disant, OK, j'ai tel truc. Comme pour essayer c'est vraiment du grignotage, en fait. Ouais. C'est vraiment où je vais aller sur YouTube en mode, je m'emmerde, je vais sur YouTube. Et du coup, je me retrouve à regarder une vidéo YouTube. Et quand je vais sortir des toilettes, et, dites pas que c'est dégueulasse, on le fait tous. Vous aussi. Je vais vouloir continuer cette vidéo YouTube. Et du coup, ça va entacher ma productivité. Non, et du coup, franchement, ça peut être le tournant de ma journée, ça peut être une vidéo YouTube. Hein. Non, mais c'est clair. Ça peut être une vidéo YouTube trop bien, en fait, mais qui est juste, pas dans le socle dans le cadre de ma journée, en fait. Surtout quand tu démarres une conférence, tu vois. Genre, la conférence, ça fait 2h30. Ouais. Et tu dis, c'est chiant. Mais tu la regardes quand même. Et en fait, c'est clair que moi, YouTube et Facebook vidéo aussi à un moment, mais ça tuait ma productivité parce qu'en fait, ils sont trop forts, quoi. Tu veux pas voir cette vidéo aussi? Je pense qu'elle pourrait te plaire. Elle fait 30 minutes. Bon, allez. Et en fait, c'est très très dur mentalement d'en sortir parce que c'est fun et en fait par défaut nous on aime bien faire des trucs fun aussi donc c'est clair que c'est des voleurs de temps et moi l'idée, j'essaie de le faire, c'est délicat déjà une habitude déjà dans sa vie, déjà tenir une habitude pendant 20, 30, 40, 60 jours, je crois que c'est 66 apparemment le chiffre magique, mais voilà, c'est énorme. Mais là, si je peux arriver à regrouper tout le contenu que je consulte et que je consomme à un moment dans ma semaine, ou même ça peut être plusieurs moments dans ma semaine, ou au moins dans ma journée, et de vraiment délimiter les choses, putain, mais ouais, c'est une clé, quoi. Là, on est sur du 20-80, c'est vraiment me dire, OK, il y a telle vidéo de YouTube, j'ai vraiment envie de la regarder, et je vais la mettre dans ma liste à voir sur Notion, on utilise Notion, toi aussi, Sébastien. Même t'as la playlist à regarder plus tard. Et playlist à regarder plus tard, et vraiment se dire, OK, et être conscient aussi du temps. Elle dure tant de temps. Est-ce que je vais la regarder en accéléré? C'est possible, ou en vitesse normale. Et je sais que ça prend 1h30, donc c'est vraiment du temps. C'est pas, on en parlait au début, le temps, ça vaut plus que tout. Et quand vous allez regarder un contenu, c'est pas anodin. Ça prend du temps, en fait. Quand vous vous déplacez, ça prend du temps. Tout prend un certain temps. Et vraiment se dire, OK, c'est comme le budget, en fait. OK, je veux partir en vacances, c'est cool, mais ça va, je vais dépenser. Ou je vais investir, ça dépend comment on voit les choses. Donc se dire vraiment que ce temps-là aussi, on doit le prendre en compte. Je peux faire peut-être, alors je sais pas si ça rentre un peu dans cette loi-là, mais j'ai fait un switch en termes de niveau de la vente de mon côté, des appels de vente que je faisais avant sur Somolto, du coup avant sur 112 ventes. Avant, je prenais 1 heure au téléphone par personne pour essayer de vendre mes produits et puis les conseiller. C'était du conseil, puis après dire si tu veux qu'on continue ensemble, on le fait. Et en fait, quand on a insisté sur Somolto, je me suis dit bon, on va essayer de réduire à 40 minutes parce qu'en fait, force de constater que à trop donner, en fait, souvent les gens te disent alors c'est cool, tu t'as donné pas mal, mais ils te disent je vais essayer et puis je reviens vers toi plus tard et tout. En fait, forcément, ils reviennent pas vraiment. Et puis après, t'apprends qu'ils sont signés avec quelqu'un d'autre, tu vois, qui fait à peu près la même chose que toi, donc tu rages un peu, tu vois. Et au final,
lorsqu'on a parlé un petit peu de la façon dont on allait vendre avec l'équipe sur Somolto, on dit mais est-ce que tu pourrais pas faire la même chose en 15 minutes, tu vois. Et j'étais 15 minutes, mais j'y arriverai jamais, quoi. Et donc je me suis forcé à le faire, on a changé en 15 minutes et en fait c'est incroyable parce que ça marche, quoi. Genre en 15 minutes, j'arrive à comprendre, OK, le point critique c'est ça, ça et ça, à donner quand même des conseils, dire bah tu peux quand même mettre ça en place, et ça évite de se perdre dans des détails et dans des choses qui servent pas forcément. Et donc le fait de s'être forcé à réduire le temps, bah en fait moi je me retrouve à faire des prospections téléphoniques, enfin des discussions aux appels téléphoniques qui sont beaucoup mais beaucoup plus courtes qu'avant, avec des résultats beaucoup plus intéressants. Je dirais que moi je verrais plutôt la loi de Parkinson pour le coup. C'est le temps imparti, 15 minutes, bah écoute, on fera ce qui est le nécessaire, on fera l'essentiel en 15 minutes. Et franchement, si tu te donnais même 3 minutes, alors après, au bout d'un moment, c'est peut-être Ouais, non, voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est même si tu donnais 7 minutes, bah franchement, comme en mode speed dating ou speed meeting, c'est j'ai 7 minutes, c'est quoi l'essentiel? Franchement, t'aurais peut-être pas tout ce que t'as en 15 minutes, mais t'aurais vraiment l'essentiel. C'est vraiment le sketch, c'est OK, mon dessin, comment je peux en 10 traits, je fais la forme. C'est clair. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo sur Facebook, on voit un mec qui dessine, je crois que c'est Spider-Man ou quoi, il dessine et on voit le même dessin en 10 minutes, une minute et 10 secondes, je crois, un truc comme ça. Et on voit, bah forcément, quand tu as moins de temps, je crois que c'était par rapport aux clients qui ont des exigences de payer peu et avoir que ce soit délivré très rapidement, dire bah voilà, en moins de temps, on fait aussi la qualité régresse. On peut l'avoir sous un autre angle, justement sous cet angle de la loi de Parkinson en l'occurrence, à savoir que l'essentiel du dessin, même en 10 secondes, on voit déjà ce que c'est. Ouais. Et alors l'idée, c'est de trouver ce temps optimal, et ce temps pour toi là, c'est 15 minutes. C'est clair. Tu vois. Et pour nuancer, si vous écoutez ça et que vous dites allez, je commence à faire du consulting et je fais prendre que 15 minutes avec les personnes, c'est pas forcément ce que je conseillerais par contre, tu vois. Parce qu'en fait, moi j'arrive à le faire parce que j'en ai enchaîné énormément. Tu vois, tu retrouves tout le temps les mêmes patterns et en final tu te rends compte que même si et c'est humain en fait, c'est une règle de la vente, c'est on pense tout le temps que notre cas est unique, alors qu'en fait c'est tout le temps dans le même pattern, tu vois. On a tout le temps des problèmes similaires et moi chaque fois que j'ai des appels, les gens me demandent des trucs, ils me disent ouais mais dans mon cas tu penses que tu peux m'aider et tout, et en fait ils ont exactement le même problème que la personne que j'ai appelée juste avant par exemple. Donc ça tu le dis pas évidemment parce que enfin voilà, vous le savez parce que c'est un podcast et c'est un peu plus intimiste, mais en vrai c'est ce qui se passe vraiment, et pour ça il faut quand même connaître les patterns, quoi. Il faut pouvoir commencer à les repérer et les développer. C'est parce que tu as passé beaucoup de temps avant au téléphone que tu peux te permettre de passer que 15 minutes maintenant. C'est ça, exactement. Donc faut aussi avoir cette logique de se dire d'abord apprendre et puis après optimiser, et finalement ce qu'on vous donne ici c'est aussi un peu de l'optimisation, c'est-à-dire qu'en gros il faut aussi tester par soi-même les choses, pas prendre tout pour argent comptant non plus, et puis après prendre ce qui est intéressant pour vous, quoi. Ouais. Donc là on va quand même, parce qu'on sait qu'on s'est un peu écarté de la loi de Illich du coup, parce que voilà, c'est important de faire des pauses, c'est vraiment important de s'arrêter. Le corps, l'humain, on va dire, le corps, l'esprit, l'âme, ce que tu veux, c'est une machine dans le sens, enfin c'est un système en fait complexe et qui a besoin de repos pour recharger les batteries, pour utiliser son énergie à bon escient. Et on le voit beaucoup dans le sport. Ça, franchement, quand les gens, on parle de la méthode productivore, de notre méthode de cycle de travail, je trouve que c'est un de mes meilleurs arguments. Si vous voulez le challenger, on vous attend. C'est que dans quasiment tous les sports, en tout cas les sports type match, après une course c'est peut-être différent, mais ça marche par cycle, ça marche par période. Et les périodes, au basket on va avoir les quarts-temps, au football on va avoir demi-temps, au tennis on va avoir des sets, c'est ça, des jeux et des sets, et il y a toujours ces micro pauses, enfin micro plus ou moins. Au volley aussi on a des pauses, on a forcément. Même quand on va voir des spectacles ou qu'on va au cinéma, si vous observez bien, si vous regardez bien, ça dure toujours à peu près 90 minutes. Un film, ça dure à peu près 90, 100 minutes, 120 minutes. Oui, d'accord, mais c'est rarement plus de 3 heures, en tout cas. Et quand on va, je sais pas, à l'opéra, je crois que ça dure très longtemps, l'opéra, parfois, tu vas pour 4 heures. Mais j'imagine qu'il y a une entracte. Parfois, c'est même plus long. Mais il y a des entractes et en gros, ils font en sorte pour que ça dure à peu près 90 minutes à chaque fois, parce que au bout d'un moment, le cerveau humain, il se déconcentre. Ouais, puis c'est tellement technique aussi. Et c'est ça, les rendements décroissants, c'est que, ou même si vous allez voir un spectacle en continu où il y a plein de gens sur scène, et je sais pas, une comédie musicale, ou, je sais pas, je vais pas voir ce genre de truc, mais qui va peut-être, mais en général, ça dure, je sais pas combien de temps ça dure, mais, ou un concert qui va durer longtemps,
il y a un cycle dedans, même s'il n'y a pas une interruption, enfin une pause nette, il va y avoir un moment où ça va forcément redescendre un petit peu, d'une manière ou d'une autre. Et on en a besoin de se poser. C'est comme voilà, quand on écoute un album, il y a des moments où c'est intense et des moments où c'est plus posé parce que c'est un rythme, c'est un cycle qui est naturel en fait, au-delà d'être humain. Ça marche, tout marche par cycle. Et c'est hyper important de respecter ça. Bien dormir la nuit pour être en forme la journée et comprendre nos cycles. Il y a ce qu'on appelle les cycles circadiens et les cycles ultradiens. Je vais pas rentrer dans le détail parce que déjà de 1, je connais pas assez pour voilà m'aventurer là-dedans, et de 2, c'est pas la thématique du jour. Mais ouais, je vous invite vraiment à vous poser la question parce que en fait, on se rend compte que nos journées, parfois on est complètement possédé en fait par le temps. C'est le temps qui nous possède et c'est les applications qui nous possèdent et c'est ce qu'on possède qui nous possède, comme le dit la citation. Alors que si on est maître de sa journée, pas dans le sens control freak, pas dans le sens non, le temps il s'échappe de toute façon, enfin il s'échappe, il passe. Mais c'est comment est-ce que je peux être vraiment délibéré, proactif dans ma journée en me disant ok, ma journée il va se passer ça, et c'est vraiment répéter la piste de bobsleigh un petit peu en se disant ok, j'ai tel virage à tel moment, tel truc. Je pourrais pas tout, et d'ailleurs on va en parler après, je peux pas tout prévoir, mais j'anticipe au maximum. Je laisse une place pour l'imprévu. Il y a des places pour l'imprévu à garder, c'est hyper important. On a besoin aussi de le soir dire allez, attends, je vais prendre une bière, c'est cool. Tu vois, c'est le liquide qu'on verse à la fin dans le bocal, c'est hyper important aussi. Mais justement au maximum de se dire ok, en tout cas le début de ma course, le début de ma journée, je sais déjà ce qui est le plus important pour moi et je vais faire le maximum pour m'y tenir. Ouais. Sinon c'est le bordel. J'en ai pas mal parlé ça dans une vidéo que j'ai faite qui s'appelle semaine de 4 heures versus semaine de 65 heures, où j'avais testé un petit peu les deux, et notamment cette phase où où je créais beaucoup de contenu juste avant qu'on parte à Lisbonne, où je me levais très très tôt. Je me levais à 6 heures du mat, j'allais au coworking à 7 heures, il y avait personne, et en fait je créais vraiment du contenu et je passais on va dire de 8 heures à 9h30, voire 10 heures, je faisais un contenu entier, des fois des longs contenus. Et puis après, je prenais une pause, café, je me posais, et voilà. Puis après, je faisais pas grand chose je remontais un petit peu, je faisais des petites tâches de 11h jusqu'à midi. Après pause, l'après-midi, je sais que je suis crevé, parce que digestion et tout ça, et je redevenais productif à 16h, tu vois. De 16h à 18h, 18h30, je recréais à nouveau quelque chose, un autre contenu. Et en fait, c'est pour ça qu'en fait, tu peux faire des grosses, si tu veux maintenir un gros rythme de travail, et du coup, étaler beaucoup de travail, parce qu'il faut pas aussi se mentir. Si tu arrives à faire des grosses sessions comme ça, t'es quand même très productif et tu tabasses, quoi. C'est un peu le secret, en fait, c'est que tu vas pas faire des semaines, si tu veux faire des fêtes de 65 heures, le secret c'est quand même d'intercaler les pauses dedans qui te permettent de récupérer, parce que juste ton cerveau il en peut plus après, quoi, sinon. Et après, tu sais par contre, le soir tu rentres chez toi, t'es crevé, tu dors, et voilà. Et pour le moment tu vis que pour le travail, mais ça te permet par contre d'aller très vite sur le développement de ton projet, quoi. Loi suivante, parce que le temps passe quand même, mine de rien. Et bah écoute, les deux dernières lois, on va les regrouper en une. Je vais vous expliquer pourquoi. Okay. Alors, on a la loi de Hofstadter, trop dur à lire, et la loi de Murphy. Alors, la première, la loi de Hofstadter, c'est la loi de glissement de planning. C'est vraiment le syndrome du médecin. On a un rendez-vous, le mec arrive un peu après, ou le rendez-vous déborde un peu, et à la fin de la journée, en fait, le rendez-vous de 15h, il est à 16h. Je pense que voilà, là, j'étais en mode 20-80 ou 1-99. Ça suffit pour cette loi. Mais en gros, les choses prennent plus de temps que prévu, même en tenant compte de cette loi. Donc l'idée, c'est pour sortir de cette boucle infinie du temps, de prévoir dès le début qu'un projet, il va déborder, il va dépasser, on va être forcément en retard. Donc c'est ultra anticipé. Et prévoir aussi les temps de pause, de se dire, par exemple, tu parlais justement des appels d'onboarding, ou se dire, même si mes appels durent, 15 minutes ou 30 minutes, je vais pas pouvoir les enchaîner. Donc me dire qu'il y aura toujours une couille à un moment. Donc je peux pas avoir un appel à 8h, un appel à 8h30, un appel à 9h, à 9h30, s'il dure une demi-heure. Sinon, tu peux avoir ça, mais s'il dure moins longtemps. Une marge, quoi. Il faut vraiment qu'il y ait la marge dedans. Donc ça, c'est important. J'en parlais tout à l'heure, je l'ai bien exemplifié avec le fait pour moi d'anticiper et de partir à l'admi pour arriver à pile. Parce que si je pars à moins le quart, même si ça me prend un quart d'heure, si je me dis que je pars à moins le quart, je pars pas à moins le quart, en fait. Ouais. Donc je me dis que je pars avant pour vraiment partir avant moins le quart. Et la loi de Murphy, c'est la loi de l'emmerdement maximum. Ça me fait trop marrer. C'est la chanteuse d'ailleurs belge Angèle qui en parle. Elle a une chanson qui parle de la loi de Murphy. Voilà. Et c'est vrai que j'ai pas trop compris. Je me suis dit mais d'accord, ça veut pas dire grand chose cette loi en fait. C'est tout simplement le fait d'évaluer les risques et de prévoir de la marge. Donc très similaire à ce que je viens de préciser dans la loi précédente. Car une tâche prendra toujours plus de temps qu'on l'imagine.
et ça peut, ce qui peut tourner mal, tournera mal. Donc la mise en pratique, voilà, je l'ai déjà dit, mais n'enchaînez pas vos rendez-vous, prévoyez un temps de battement et ça devrait bien se passer, quoi. Et c'est vrai qu'après, quand tout part en couille, j'avais lu là quand j'ai récupéré les infos hier sur le site web, priez pour que ce soit un jour de RTT ou un jour où vous bossez pas, quoi. Mais c'est se dire, voilà, il peut toujours y avoir une couille à un moment donné. Donc comment je fais en sorte que l'essentiel soit préservé, quoi. Voilà comment je le tournerai. Parce que si tu sais qu'il va se passer une couille, pas gros. Qu'est-ce que tu veux faire? Le plus chiant dans tout ça, c'est, tu vois, tu parlais des médecins. Je pense que quand t'es médecin et que t'as 2-3 personnes qui arrivent en retard et qui défoncent ta journée, ça va être trop chiant, quoi. Et tu vois, je me dis, et c'est toujours la question, parce que c'est pareil, moi, en rendez-vous client, souvent, il y a 1 ou 2, 3 minutes de retard, des fois 10. Et en fait, t'es en mode jusqu'où j'accepte ça aussi. Et c'est difficile un peu de le définir, je trouve. Parce que forcément, tu vois, si t'étais médecin, tu pourrais, vu que c'est quelque chose de vital, moi je serais médecin, je pense, je dirais, vous êtes en retard, c'est annulé, tant pis pour vous, quoi. Ouais. Genre, vous avez pas défoncé mon planning, il y a d'autres gens qui attendent. Et ça force les gens, tu vois, à se dire, ok, ce médecin, il me reçoit à telle heure, et c'est sacré, quoi. Et c'est mine de rien un vrai avantage là-dessus. Alors, je sais pas si c'est quelque chose de possible dans ce milieu-là, mais finalement, ça peut être aussi, je trouve, un super avantage concurrentiel de se dire l'heure c'est l'heure, tu vois. Et ouais, si t'es médecin, tu sais que t'as rendez-vous à 10h, tu y as à 10h. J'ai mon ami qui allait récemment chez un médecin, 1h30 d'attente, quoi. T'imagines, t'arrives à l'heure, on te pose un rendez-vous, on te dit il y a 1 heure d'attente, il est un peu en retard. Alors, non, quoi, c'est quoi ce délire? Moi, ça défonce ma journée, quoi. Mais je sais pas je pense que c'est un mix des deux. C'est à la fois des patients qui arrivent en retard et à la fois des rendez-vous qui durent plus longtemps que prévu. Et je pense aussi tout simplement que le médecin il fixe trop de rendez-vous dans sa journée, tout simplement. Ouais, et ils sont peut-être pas assez nombreux, ils sont débordés, donc ils se disent voilà, on sait qu'on sera en retard, mais ouais, voilà. C'est clair. Mais du coup, certes, tu veux essayer d'aider les gens, mais d'un côté, en fait, ça, tu vois, tout ça a un impact énorme parce qu'en fait, par exemple, dans ce cas-là, c'est ma cofondatrice qui a été chez le médecin, 1 heure de retard, donc son planning il est défoncé. Nous, on avait rendez-vous, donc notre rendez-vous il se décale. On doit donc intercaler le rendez-vous en fonction d'autres rendez-vous qu'on a nous. Donc t'imagines en fait l'effet en chaîne que ça provoque juste parce que ça se trouve, t'as quelques mecs, ça se trouve soit sont arrivés en retard, soit ou alors tes consultations sont déjà plus longtemps que prévu, ce qui peut être possible aussi. Mais en fait, c'est un effet en chaîne terrible sur plein de gens et sans doute ça a été la même chose pour plein d'autres gens qui sont venus aussi au rendez-vous, quoi. Ouais. Donc parce que un rendez-vous de 20 minutes, tu dis ça va durer 20 minutes et puis point. Voilà. C'est pour ça que mon réalité, prenez vos rendez-vous le plus tôt possible le matin. Ouais, le plus tôt possible déjà, pour pas effectivement être tributaire de cette loi de glissement de planning, même glissement de terrain. Et peut-être deuxième chose aussi, dans la mesure du possible, je dis bien dans la mesure du possible, se dire que quand on va voir le médecin, se dire c'est quasiment une journée qu'on prend en fait, se dire cette journée-là, je vais en profiter pour faire des choses pas très importantes à côté ou en tout cas pas avoir d'autres gros rendez-vous et se dire cette journée, je prends du temps pour moi. Et quitte à aller chez le médecin, est-ce que je ferais pas aussi peut-être, je sais pas, le coiffeur ou en tout cas prendre du temps pour moi pour faire des choses qui sont peut-être importantes mais pas urgentes, mais puisqu'elles sont jamais urgentes, on les fait jamais, quoi. Clairement. Donc les faire à ce moment-là. Voilà un peu pour toutes ces lois. J'espère que ça vous a plu. Faites-nous des retours sur cet épisode. Vous pouvez nous contacter sur Discord. C'est un outil qui permet de discuter entre nous. On a discuté d'ailleurs avec Romain qui est sur Discord, qu'on salue, qui est un auditeur de Systemator, et c'était super intéressant. Donc voilà, si vous voulez qu'on discute ensemble, qu'on parle un petit peu de la productivité ou de ce que vous aimeriez avoir dans l'épisode, on est hyper accessible dessus. C'est 100% gratuit. Donc allez-y, c'est sur systemator.tech, T-E-C-H. Et voilà, vous avez tous les liens dans les notes de l'épisode. Mon cher Wesley, on va passer au truc de la semaine. C'est parti. Wesley, quel est ton truc de la semaine? Alors j'ai plusieurs trucs de la semaine, mais je les ai regroupés en un seul mot. C'est interaction sociale. Okay, le fait de parler avec des humains. Exactement, ça faisait longtemps. Non, là c'est au-delà de ça, c'est j'ai envie de dire association et club. Ok. Il y en a 3 que je suis en train de rejoindre. La première c'est l'association des anciens étudiants de l'IAE Lyon, ce qu'on appelle les alumni en bon latin. Voilà, là, j'ai déjà une présentation prévue fin février pour parler justement de productivité. Donc ça va être super de rejoindre un groupe, une association avec des membres qui sont actifs. Et voilà, niveau réseautage, c'est top. À la fois sur le plan purement humain et social, mais également au niveau opportunité entrepreneuriale.
Donc j'ai vu le vice-président là cette semaine. Voilà, je rentre pas dans les détails, je pense que vous vous en battez les couilles, mais en tout cas, je me rends compte que faire des choses qui n'ont pas un fort retour sur investissement direct, et je l'ai toujours fait en fait sans me poser la question, mais être proactif sur des choses qui sont voilà, aller vers une vie associative ou aller rencontrer telle personne et arriver avec sa banane, sa vibe, sa bonne énergie et aussi ce qu'on a dans la tête, à vouloir partager pleinement qui on est et notre vision du monde, c'est tellement bon quoi. Ça fait juste du bien déjà et ça paye d'une manière ou d'une autre. Et en fait, en étant comme ça, les gens ils pensent à vous en fait. Moi vraiment c'est le conseil parce que après je vais parler des deux autres, mais les gens pensent à vous quand vous when you show up, quand vous vous montrez, vous sortez de chez vous. Alors faut pas le faire tout le temps n'importe comment, mais vous allez à des événements, vous êtes force de proposition, que ce soit en tant que participant ou en tant qu'organisateur ou en tant que intervenant, forcément c'est des choses qui payent. C'est à faire à bon escient, c'est à vous de jauger. Mais moi c'est un peu ma période en ce moment de je sors de ma carapace. D'ailleurs là on est en plein milieu de l'hiver, mais quand on va sortir de l'hiver, les gens seront peut-être plus tournés aussi vers des événements sociaux. En tout cas, je pense à des grandes villes comme Lyon. Et l'idée, c'est de se dire, ok, je vais me montrer, parce que finalement, moi, les clients que j'ai, c'est à 90%, c'est du réseau, c'est du bouche à oreille. Donc, c'est sortir de chez soi, sortir de sa carapace et montrer qui on est au monde, quoi. Clairement, c'est clair quand moi, il y a plein de gens qui m'ont marqué, qui le savent pas en fait. C'est un truc que j'ai exprimé. Un de mes meilleurs amis, je lui avais dit je suis hyper frustré parce qu'il y a telle et telle personne qui sont chez ma vie mais ils me connaissent même pas, ils le sauront peut-être jamais et tout. Et il m'a répondu cette phrase incroyable, il m'a dit mais en fait ça se trouve toi tu changes ou tu vas changer la vie de certaines personnes et tu le sauras jamais non plus. Je fais ah ouais c'est vrai. Et en fait c'est juste au retour des choses et c'est vrai que tu sais pas toujours ce que les gens ont pensé ou des fois t'interprètes aussi. Moi j'ai en tête une fois j'étais intervenu à un événement il y a quelques années et donc il y avait pas mal de personnes tout ça et j'essaie de regarder un peu les gens dans les yeux quand je parle, quand je fais ma présentation quoi. Et il y avait une personne en particulier je me suis dit putain j'ai l'impression qu'elle s'en bat les couilles, tu vois, genre vraiment ou que ça intéresse pas ou qu'elle est super sceptique ou qu'elle va être hyper critique ou je sais pas. Et en fait je l'ai revu genre le lendemain parce que à l'époque je faisais les Creative Morning, petits événements le matin et je l'ai vu quasiment le lendemain je crois ou 2 jours plus tard. Et en fait elle me dit c'était super bien et tout, j'ai vraiment apprécié et tout. Et en fait on s'entend super bien maintenant depuis, mais tout ça pour dire qu'en fait des fois tu surinterprètes des choses, tu fais des interventions de ce type-là et tu dis j'ai l'impression dans le regard de la personne ça l'intéresse pas tellement et tout. Et en fait tu surinterprètes des trucs qui sont pas forcément vrais. Et les gens t'expriment peut-être pas forcément directement mais dis ça m'a marqué ou je trouvais ça super intéressant, voilà quoi. Et ça peut être l'inverse aussi d'ailleurs. C'est clair. Mais effectivement il y a des belles surprises, dans ces moments-là. Les deux autres clubs que j'ai rejoints, il y a la Cuisine du Web, donc association du web à Lyon, enfin web entrepreneur surtout. Donc super cool. Merci à toi Seb pour m'avoir pisté là-bas. Ça va nous permettre d'utiliser leurs locaux pour notamment l'enregistrement des épisodes. On va voir mais c'est bien aussi de le faire en mode à la maison chez toi. Ouais, c'est ça, il y a les chats qui se battent à côté, qui renversent le tableau. Donc, mais en tout cas, c'est cool. Et puis voilà, pareil, je suis allé à un événement. C'est vrai que j'ai enchaîné, j'ai fait 3 ou 4 événements cette semaine. 3 événements plus aller voir des gens. Il y a des phases comme ça, après t'es bien fatigué, mais t'es bien fatigué, mais en fait, quand tu vas voir ces gens, tu plantes des graines aussi. Tu plantes grave des graines de ouf. Tu t'entoures. Donc la Cuisine du Web, c'est super cool. Et enfin, Internations, vous connaissez peut-être, c'est un site web un peu comme Meetup, mais c'est pour les expats, pour les internationaux qui viennent s'installer dans une ville ou qui vivent déjà pour rencontrer des personnes qui sont elles aussi étrangères et également des locaux. Et là, c'était mon premier événement. Là, je suis abonné pour 1 an depuis novembre et je me suis dit allez, il est temps que je fasse un événement. Je vais à cet événement, c'était sympa, vers Guillotière à Lyon. C'est combien à l'année, l'abonnement, je sais plus, c'est autour de 100 €. Ça revient à peu près à 9 € par mois, je crois. Ok, d'accord. Comme ça, 9-10 € par mois, je crois. Et donc l'événement était cool. Pareil, prendre ce qu'on a à prendre, c'est-à-dire donner ce qu'on a à donner évidemment, mais je suis parti assez tôt quoi. Je suis resté, franchement, j'ai dû rester 1h30, 2 heures max, 1h30. Bon, c'est pas si mal finalement. C'est au Flâneur, c'est ça? Non, là c'était à rue de l'Épée, c'était à Guillotière. Okay. Ça s'appelle le Cartel. Ok, d'accord. Tu connais, non? Non. C'était sympa. Et pareil, les gens, il y avait pas mal de gens un peu plus âgés qui sont vraiment en mode avec leur famille à Lyon et qui sont venus là pour rencontrer du monde.
Donc niveau centre d'intérêt, j'ai pas eu beaucoup de conversations de ouf, tu vois, voire pas du tout. Mais voilà, les 3-4 personnes avec qui j'ai à peu près accroché, bah, c'est déjà ça, c'est cool. Et j'ai passé un bon moment. Et voilà, après c'est à chacun de définir son ratio, de se dire ok, ce genre d'événement, bah si j'y vais une fois par mois, c'est bien. Et puis j'ai envie de faire d'autres, vraiment renouer avec le cercle international de manière générale. Donc je vais creuser, pas forcément que du côté d'Internations. Il y a des bars comme le Cotopo à Lyon où j'ai envie d'aller pour vraiment parler anglais. Voilà. Voilà pour mes trucs de la semaine. Trop bien. À ton tour. Du coup, moi, je vais parler de l'apéro content. Apéro content, du coup, c'est des événements qui ont lieu une fois par mois à Lyon que j'organise, qui est créé par Marie-Line Épée. On salue, si elle nous écoute, à l'origine. Et ça part d'un groupe Facebook qui s'appelle Content Lovers. Donc, si vous êtes sur Lyon, vous pouvez le rejoindre. Il faut juste répondre aux questions, sinon je dis non systématiquement aux gens qui ne répondent pas ou qui ne sont pas de Lyon. Parce que, ou du coin, évidemment, mais voilà, l'idée, c'est de se rassembler pour parler un petit peu de choses autour de la création de contenu. Voilà, donc on essaie d'aborder pas mal de choses. Et cette année, j'ai repris depuis septembre l'organisation de l'événement et la gestion du groupe. Et j'ai décidé de faire vraiment de l'étude de cas et un peu d'atelier. Donc à chaque fois, prendre un cas précis des gens qui ont fait quelque chose, expliquer voilà comment ils l'ont fait. Et en fait, c'était un moment assez fort. Là, c'est le dernier qui a lieu parce que il est sur YouTube d'ailleurs. On l'a filmé. Alors tout n'est pas sur YouTube, mais une grosse partie de la conférence sur YouTube, sur mon YouTube Sébastien Boer. Ou Somolto, vous cherchez, je pense, vous devriez trouver. C'était la personne qui est intervenue était mon maître de stage, un de ceux qui m'a le plus marqué, tu vois, je pense. J'étais en stage en 2011 chez lui. On bossait dans la cave, on était entouré de plein de produits. Au-dessus, il y avait la petite boutique, mais vraiment qui payait pas de mine, mais qui était toute mignonne, mais assez petite et tout. Et j'ai plein de souvenirs à ce moment-là. Après, on a déménagé pour dans un autre stage, on a aidé à déménager pour l'entrepôt qu'ils ont mis en place. Il y avait pas de chauffage, on était avec nos gros manteaux en train de bosser là-bas dans les bureaux. Voilà, j'ai plein de souvenirs de ce moment-là. Et en fait, c'est génial, tu vois. Cette personne m'a énormément inspiré à l'époque où j'avais, je sais pas, je devais avoir 17 ans, 18 ans, tu vois. Je m'intéressais déjà à l'entrepreneuriat. Moi, j'ai toujours su que je voulais faire ça, si tu veux. Du coup, je lui posais plein de questions et il me disait des trucs qui au début résonnaient pas trop. Par exemple, il disait, tu peux te différencier par le prix, mais pas seulement. Et c'est quelque chose que j'avais pas forcément compris à l'époque. Et en fait, tu vois, Cadeau Maestro, c'est vraiment cette idée justement de se différencier par autre chose que le prix, avec plein de petites choses qui font la différence et qui font plaisir. Il m'a dit aussi que s'associer, c'était quelque chose qui était avec le recul, lui aurait préféré faire, tu vois. Et au début, j'étais en mode, ouais, mais si tu t'associes, tu dois partager le gâteau, tu vois, c'est moins bien, tu gagnes moins et tout. Il fait, ouais, mais le gâteau, il est plus gros. C'est ça. Et en fait, quand t'as cet âge-là, tu te rends pas compte, tu comprends pas forcément ce genre de choses. Tu vois, le fait maintenant que ce soit moi qui l'ai amené à venir faire cet événement-là, qu'il ait fait le déplacement, qu'on ait créé le contenu ensemble, et que c'est moi qui le fasse intervenir devant toutes ces personnes-là. Pareil, c'est lui aussi qui m'a permis de faire ma première conférence devant plein de chefs d'entreprise. Je lui ai lancé ma boîte depuis limite 3 semaines, tu vois. Et je suis intervenu devant des gens qui faisaient plusieurs millions de chiffres d'affaires par an. Tu sais, moi, j'étais tout penaud, je galérais à parler, j'avais un balai dans le cul. Bonjour, j'ai 18 mois et je vais vous apprendre la vie. C'est un peu ça. Et du coup, là, c'était vraiment, un peu un retour d'appareil. Et puis, une fierté aussi de se dire, le temps est passé, on a grandi, quoi, aussi. Lui aussi, hein, son business a vachement évolué, c'est cool, ils font plein de trucs. Et de l'avoir sur scène, tu vois, à mon initiative. C'était trop cool, hein, Sylvain Bruyère. Ouais, puis c'est quelqu'un de génial. À mon initiative, c'était vraiment quelque chose de très fort, tu vois. J'étais super content, j'ai plein de souvenirs incroyables avec eux. Et voilà, et en final, c'est vraiment un exemple du temps long, tu vois. Ça fait 10 ans, quoi, quasiment, que j'étais en stage chez eux, que je l'ai rencontré. Ouais, c'est ça, c'est le temps long opère, et puis tu repenses à certaines personnes que t'as pas vues depuis longtemps. Et je trouve que c'est chouette, tu vois, c'est de se dire chaque moment est important, et puis tu peux vraiment plonger dans des choses qui pas forcément dans ton univers, on va dire personnes que tu vois régulièrement, mais aussi aller rechercher dans le passé, même si on est toujours en contact, mais forcément on se parle peut-être une fois par an, tu vois, quelque chose comme ça. Mais aller se rappeler de personnes que tu as côtoyées longtemps dans nos racines, enfin dans notre passé. Ouais, c'est ça. Et puis de pas hésiter à contacter, en fait, parce que souvent on se dit je lui ai pas parlé depuis 10 ans, machin, et en fait ça fait souvent plaisir de discuter avec des gens
à qui t'as pas parlé depuis longtemps en fait. Et puis en fait, tu te rends compte, t'as quand même des trucs à dire. Il suffit juste d'aller avec cette volonté de dire ah, je vais aller parler à telle personne et j'ai envie d'aller lui parler. Et je suis sûr qu'on aura des trucs à se dire et aller à la cool. Et puis voilà quoi. Ouais, Tu vois puis ce même qui se passe. si il se passe rien, pas grave, on aura tenté, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Exactement. Donc voilà, c'était un peu mon petit partage de la semaine. Voilà, bah on espère que cet épisode vous a plu, format un peu différent de ce qu'on fait d'habitude, mais un peu sous forme de liste. Mais si ça vous dit, on en refera d'autres. Euh, voilà, et puis vous pouvez nous laisser un avis sur Apple Podcast. Parlez-en autour de vous. Si les gens écoutent des podcasts, là, c'est vraiment une très bonne façon de nous faire découvrir, de nous aider. Chaque nouvelle personne qui nous écoute, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Et puis, interagissez avec nous sur Discord notamment. On a notre site web systemator.tech, TECH. Et voilà, on prépare plein de bonnes choses pour la suite. Et voilà, mon cher Wesley. Et imaginez une journée dans laquelle vous appliquez toutes ces lois du temps en même temps. Ok. Imagine la puissance du truc. Ah, j'avoue, quoi. Peut-être que tu peux faire, tu sais, un jour tu testes une des lois, ou un jour tu fais loi 1, le deuxième jour loi 1 plus 2, puis après plus 2 plus 3 plus... En plus, il y en a 7, donc c'est à peu près, correspond à peu près à une semaine de travail. Il y en a, on va dire, il y en a 7, mais il y en a 2 qui se ressemblent. Mais vraiment, ouais, il y a pas vraiment, on n'a pas fait d'activator, mais comme on a vu avec Romain, pour vous inciter à passer à l'action, bah, déjà, le fait de venir nous parler avec nous sur Discord, ça aide aussi parce que je pense que quand on fait une action et qu'on a un retour, un feedback externe, ça aide aussi. Je veux dire, je peux comprendre hein, quand on vous dit, bah voilà, vous pouvez tester telle chose. Il y en a d'entre vous qui vont le faire, d'autres non. Mais en tout cas, si vous venez nous en parler, forcément, ça va vous inciter, ça va vous forcer, dans le bon sens du terme, à vraiment le faire parce que vous aurez besoin de nous faire un retour de terrain. Et vraiment, on dit ça pour vous parce que franchement, même appliquer une petite portion de tout ça, ça change la vie, quoi. Vraiment d'inverser la tendance parce que quand j'ai l'univers, le monde, et je terminerai sur cette phrase, chaque entité, que ce soit une entreprise ou un individu ou quoi que ce soit d'autre, agit principalement selon ses intérêts propres. Et les réseaux sociaux, par exemple, leur intérêt, c'est de vous faire rester le plus longtemps sur la plateforme. C'est un exemple parmi tant d'autres. Clairement. Donc, pour se prémunir contre ça, c'est important d'avoir des remparts, mais de ouf, quoi. C'est vraiment là, c'est des châteaux forts. Et les meilleurs remparts, bah, c'est vraiment au niveau de votre environnement. C'est comment vous faites en sorte que par défaut, vous soyez dans les meilleures dispositions pour tout défoncer pendant votre journée, quoi. Ouais. Il y a plein de choses à mettre en place. Clairement. Voilà, un petit peu là-dessus. Et puis, si vous êtes sur Lyon, allez voir le groupe Meetup. Si vous connaissez Meetup, c'est un outil pour trouver plein d'événements. Ça, c'est sympa. Ça marche pas mal dans les plus grosses villes. Donc, si vous êtes sur Lyon, on a souvent des petits événements productivores basés sur l'épisode dont on a parlé sur le site de travail. Wesley a l'initiative un peu de ça. Donc, allez voir un peu dans les notes de l'épisode. Vous retrouverez tous les liens de toute façon. Donc, si vous êtes sur Lyon, ça peut vous intéresser. Voilà. Merci à vous. Et puis on se dit à la semaine prochaine, mon cher Wesley. À la semaine prochaine. Merci. Ciao. Ciao.